Bonjour. Merci d'être nombreux à venir ce soir. Avant de rentrer dans le détail du darwinisme, je voulais juste vous rappeler que jeudi 5 février, nous avons notre assemblée générale où vous êtes cordialement invités. Ceux qui ont cotisé l'année dernière pourront participer au vote et par ailleurs, ceux qui ne peuvent pas venir peuvent laisser un pouvoir aujourd'hui pour jeudi. Et en fait, je vous conseille de venir. Les assemblées générales, on pense généralement que c'est très ennuyeux, mais on a l'idée de parler un peu de ce qu'on ferait l'année prochaine, donc de rentrer dans le contenu un peu de nos interventions. Et puis, il y a un moment où on va boire et manger. Autour du darwinisme, je vais vous proposer deux séances, celle d'aujourd'hui et celle de lundi prochain. Aujourd'hui, on va parler de la découverte de la théorie de l'évolution, des débats qu'il y a eu autour et de la façon dont elle a pu être reconfigurée par les darwinistes sociaux qui, en fait, on verra, ont complètement trahi Darwin. Mais ce darwinisme social va avoir une très forte influence, on pourrait dire, qui est jusqu'à aujourd'hui. Le Monde titrait il y a quelques jours Donald Trump, une année de loi du plus fort. Eh bien, établir une loi du plus fort, ça a toujours consisté pas simplement à l'imposer par la force, mais à justifier, à présenter comme tout à fait honorable le pouvoir qu'on prend sur les gens, le fait de les écraser, le fait de les maltraiter. Même ceux qui le font, souvent, n'ont pas envie de se sentir méchants, d'être des salauds pour eux-mêmes. Et donc, il y a toujours de nombreuses idéologies qui justifient, banalisent, etc. Et on va voir, le darwinisme social, c'est peut-être un des éléments idéologiques les plus importants depuis cette époque-là, qui justement justifie les formes modernes du droit du plus fort. La semaine prochaine, je parlerai des Misérables de Victor Hugo en montrant que, en fait, c'est un texte littéraire, donc ce n'est pas une réponse scientifique au darwinisme social, mais c'est quand même quelque part une réponse au darwinisme social en inventant de façon littéraire des alternatives à ce que le darwinisme social, ce qu'il nous donne comme image de la vie, des rapports sociaux, etc. Bon, ce que j'ai préparé, en fait, normalement, ça dure 5 ou 6 heures. Donc, je vais essayer de faire plus bref. Et si jamais j'arrive pas à dire quand même l'essentiel, je laisserai une petite place pour la séance prochaine pour y arriver.
c'est en 1859 que Darwin publie L'origine des espèces. Donc Darwin, qui est un naturaliste anglais, et ça va être une révolution scientifique, mais aussi une révolution dans l'imaginaire qu'on peut avoir du monde, du vivant, etc. Pour comprendre le sens de cette révolution, évidemment, il faut que je vous dise quelques mots sur ce qu'il y avait avant. Avant Darwin. Eh bien, avant Darwin, la conception du vivant, des espèces vivantes, elle était profondément imprégnée du récit biblique. Les textes, pas seulement religieux, mais scientifiques, expliquaient que Dieu avait créé toutes les espèces et qu'il les avait créées toutes faites, déjà parfaites, et que depuis, ça n'avait pas changé. Donc, on serait dans un monde où Dieu a tout prévu et aurait organisé le vivant de façon à ce que chaque essence de vivant, les éperviers, les moutons, soit prévue dans le plan divin, sans qu'on ait rien, sans que rien ne change. D'où ça vient? Ça vient bien sûr de la Bible, donc je vous rappelle un petit peu. Dans la Genèse, Dieu dit que les eaux grouillent d'un grouillement d'êtres vivants et que des oiseaux volent au-dessus de la terre contre le firmament du ciel. Et il en fut ainsi. Dieu créa les grands serpents de mer et tous les êtres vivants qui glissent et qui grouillent dans les eaux, selon leur espèce, et toute la gent ailée selon son espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit et dit « Soyez féconds, multipliez, emplissez l'eau des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles, bêtes sauvages, selon leur espèce. Et il en fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles du sol selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Et Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages, et toutes les bestioles qui rampent sur la terre. » Voilà. C'est le texte à partir duquel on imagine, et pas seulement dans les cercles religieux, mais on imagine de façon générale, ce qu'est le vivant, donc des espèces qui sont chacune pleinement constituées dès le départ, et qui sont organisées de façon harmonieuse entre elles pour que ça puisse continuer de cette façon éternellement, et avec une place à part pour l'homme, qui lui aussi est une espèce, mais qui a un rôle de dominateur. Ces animaux sont présentés comme lui servant un peu de jardin, c'est autour de l'homme que ça se constitue. Donc, il n'est pas une espèce comme les autres.
À cette parole qui est une parole d'autorité religieuse et scientifique, vont s'ajouter des évidences qu'on exhibe dans les textes religieux, dans les textes scientifiques, et qui va confirmer ce que dit le texte biblique. La première évidence, c'est la composition merveilleuse des organismes. Hein, on a des oreilles pour entendre, des yeux pour voir, une bouche pour manger. Il y a déjà des dissections et on voit combien l'organisme humain est complexe, sophistiqué. Et donc, c'est l'occasion de dire que, quand même, ça ne peut pas venir du hasard. Hein, si ça ne vient pas du hasard, c'est que c'est Dieu qui a fabriqué des machines aussi merveilleuses. Et deuxième observation, qui va dans le même sens, c'est le fait que les espèces sont merveilleusement adaptées à leur environnement. Donc, à des endroits où le terrain est orange, les oiseaux sont oranges, les vers sont oranges, à des endroits où il fait froid, les animaux ont des pelages, à des endroits où il fait chaud, ils ont des capacités respiratoires qu'ils n'ont pas ailleurs, etc. Et ça, on le remarque depuis des siècles et des siècles, et chaque fois avec un discours sur, quand même, tout ça, ça ne vient pas de la matière, ça ne vient pas du hasard. La merveille que ça représente, ça ne peut venir que d'un acte spécial de Dieu et d'une force surnaturelle. Un philosophe comme Leibniz, il dit si vous croyez que ça peut être le résultat d'une organisation de la matière, vous croyez que les bibliothèques, par exemple, c'est quelque chose qui se serait fait par l'organisation de la même manière, l'organisation de la matière qui aurait par hasard mis telle lettre à tel endroit, telle lettre à tel autre endroit. C'est impensable. Le fait que les animaux ou les plantes soient aussi bien adaptés à l'environnement dans lequel ils se trouvent, ça montre bien qu'il y a quelque chose de surnaturel, c'est-à-dire des créations spéciales de Dieu qui a, comme vous avez entendu dans la Bible, qui a créé chaque animal selon son espèce. Donc l'espèce, elle est déjà complètement constituée et elle n'a pas de raison de bouger. Mais voilà, cette conception va rencontrer de plus en plus de problèmes. Le premier problème, c'est que on se met à rechercher des fossiles, des restes d'animaux, etc. Et on se rend compte qu'il y a des espèces qui existaient et qui n'existent plus. Et donc il y a des espèces manquantes au milieu. Alors, comme toujours, le discours, d'abord, c'est de dire « oui, on ne les voit pas chez nous, mais elles doivent exister quelque part ailleurs, etc. » Jusqu'en 1799, qui est l'année où, en Russie, en Sibérie, on découvre une immense bête qu'on arrive à sortir complètement, puisqu'elle était dans la glace, bien conservée, même avec son pelage, etc., qui est un mammouth. Et un mammouth,
eh bien, cette idée qu'il se promènerait des mammouths quelque part dans l'univers sur la Terre et qu'on ne le saurait pas, ils n'y croient pas. Donc, problème, qu'est-ce qui se passe avec ces espèces disparues alors qu'on ne peut pas remettre en cause l'idée que Dieu a tout prévu de façon indiscutable, merveilleuse, parfaite. Alors, qu'est-ce que vous auriez fait? Ben, ce que fait par exemple un de ceux qui combattront la théorie de Darwin, qui est à part ça un grand savant qui s'appelle Agassiz, qui est suisse mais qui enseigne aux États-Unis. Il dit ben, il y a eu des créations spéciales au début. Ben, après, il y a eu des fois des catastrophes et il y a eu d'autres créations spéciales. Et on en parle bien dans la Bible, puisque la dernière de ces catastrophes, le déluge, on la trouve dans la Bible. Et de cette façon, comme dans toutes les, vous savez, ce qu'on trouve dans toutes les explications de surplomb, d'une certaine manière, on ne peut pas y répondre. Comment on va prouver qu'il n'y a pas eu de nouvelles créations spéciales, puis de nouvelles encore, etc., au fur et à mesure qu'on trouve des traces du passé. Alors, cette conception fixiste, c'est comme ça qu'on va l'appeler, non seulement elle va rencontrer ces problèmes d'espèces dont on ne sait plus où elles sont, etc., mais elle va se heurter de plus en plus à l'esprit du temps. L'esprit du temps qui n'est plus, comme dans les siècles passés, l'idée d'un monde bien organisé et qui reste toujours le même, mais qui est l'idée d'un processus, d'un progrès, d'une histoire. Hein, vous savez, le philosophe Michel Foucault, dans Les mots et les choses, un grand livre de philosophie d'il y a quelques années, il a montré comment la science et le mode de pensée rationnel était lui-même informé, on pourrait dire, toujours par une conception du monde. La conception du monde, autour du XVIIe siècle, c'était la classification, c'est-à-dire comprendre comment étaient faites, par exemple, les espèces vivantes, c'était les classer. Et puis, à partir du XIXe siècle, dans tous les domaines, on se met à penser les choses dans l'histoire. Quand on se demande ce qu'il advient, aussi bien en économie, en politique, dans tous les domaines, en philosophie, eh bien, on se demande quel a été le processus. Et donc, on trouve déjà au début du XIXe siècle des savants qui essayent d'introduire un peu d'histoire dans ces conceptions du vivant. Ça sera par exemple Lamarck. Hein. Ça sera aussi le grand-père de Darwin, Erasme Darwin, qui, c'est pas un système très rationnel, il y a beaucoup de poésie, etc., mais qui quand même imagine que
parmi les vivants, il y a des choses qui se transforment. Et même, on se met à dire, peut-être que des espèces se transforment, puisqu'on voit des variétés, on voit des choses qui ont l'air de changer. Mais ça ne suffit pas pour remettre en cause un système de pensée qui dure depuis des siècles et qui a l'air, vous avez vu, de correspondre aux évidences perceptives. On voit bien que les animaux sont adaptés à leur environnement, on voit bien que les organismes sont particulièrement élaborés, etc. Et puis, qui sont maintenus par toutes les autorités religieuses, philosophiques, scientifiques de l'époque. Pour arriver à changer, alors ça c'est un épistémologue qui s'appelle Thomas Kuhn qui a montré, il faut que la théorie traditionnelle, celle qui existait, rencontre des problèmes, et là on a vu, elle en rencontre, mais qu'en plus, il y ait un nouveau paradigme, c'est-à-dire un nouveau modèle de pensée qui permette de rendre compte de l'ensemble, qui ait une nouvelle vision d'ensemble du phénomène. Et ça, on l'aura avec Darwin. Hein. On ne l'aura pas avant, on l'aura avec Darwin. L'originalité de Darwin, c'est pas, en tout cas pas seulement, d'avoir trouvé des faits nouveaux. À son époque, il y a des tas de naturalistes qui recueillent énormément d'informations. Ça existe avant lui. Son originalité, c'est d'avoir changé la compréhension globale de tous ces phénomènes observés. Comme pour Copernic. Copernic, ce n'est pas quelqu'un qui a trouvé des tas de faits, qui a fait des observations que les autres n'avaient pas fait. Mais il a eu l'idée de renverser la conception qu'on avait du ciel et de la Terre et de dire c'est pas la Terre qui est au centre du monde et avec le Soleil qui tourne autour, c'est le Soleil qui est au centre et la Terre qui tourne autour. Ben, ce changement de théorie, de vision du monde, c'est ça qui permet de transformer, de trouver un nouveau paradigme. Alors, j'essaye de le dire de façon claire et sobre. Qu'est-ce que va dire Darwin? Qu'est-ce qu'il amène? C'est quoi les mécanismes de l'évolution dont il va parler? Le premier élément, c'est le transformisme. Ça, il n'est pas le premier à l'avoir imaginé, mais de façon systématique, l'idée que les espèces, au lieu d'être disposées comme ça les unes à côté des autres, en fait, proviennent les unes des autres. Et ça explique pourquoi dans les couches de la Terre, on trouve des espèces qui, plus elles sont éloignées, plus elles sont au fond de la Terre, sont différentes des espèces actuelles, et plus elles sont proches de la Terre, et plus elles ressemblent aux espèces actuelles. Donc l'idée d'un processus, puisque ce qui est le plus lointain dans l'espace ou dans le temps, c'est très différent, et puis au fur et à mesure que ça se rapproche des espèces actuelles, eh bien, ça leur ressemble.
Mais ça ne sera pas... On verra, il y a quand même un problème, c'est que souvent, on ne trouve pas les espèces intermédiaires. Hein. Mais quand même, globalement, ça donne l'idée d'un processus. Donc, premier élément, le transformisme. Deuxième élément, la lutte pour la vie. L'idée que les espèces, elles font des tas d'enfants, et que si vraiment tous ces enfants vivaient, qu'on les laissait faire des enfants indéfiniment, il n'y aurait plus de place sur Terre. Et surtout, ce fait de se rendre compte que justement, il y a des espèces qui disparaissent, que beaucoup même disparaissent, et que quand, par exemple, l'environnement change quelque part, il peut y avoir, alors dit Darwin à un moment, 1000 espèces qui ou disparaissent. Donc il y a... alors, vous imaginez bien que là, il y a une... Darwin, pour penser que la vie, c'est d'abord une compétition entre espèces, que ça a à voir avec ce qui se passe dans la compétition sociale, les luttes sociales qui existent à cette époque-là. Et il est inspiré, entre autres, par Malthus. Malthus, qui expliquait, vous savez que la population augmente de façon géométrique, exponentielle, pendant que la nourriture, elle augmente seulement de façon arithmétique. Et donc qu'il y a trop de gens et qu'il faut trouver un moyen pour qu'il y en ait moins. Et vous imaginez que ça ne va pas être... on ne va pas demander aux riches de se serrer la ceinture, on va demander aux pauvres de ne plus faire d'enfants, ou d'en faire quand ils auront un âge avancé, etc. L'idée, c'est qu'il y a trop de monde et il y a des gens surnuméraires. Je ne vous ai pas fâché. Comment ? C'est la théorie de certains. Oui. Encore maintenant. Oui, c'est ça. Ça, on va en parler. Oui. Donc, vous voyez, c'est vraiment lié aux imaginaires sociaux du début de la révolution industrielle, avec des rapports de classe extrêmement violents, et l'idée d'une certaine élite que, dans le fond, il y a trop de gens, et il faut qu'il y ait une bataille qui fasse qu'il y en ait moins, et qu'on les oblige, par exemple, à ne plus faire d'enfants. Malthus, vous savez, on parle de malthusianisme. Malthus n'est pas du tout pour la contraception. Hein. Il est pour l'abstinence des pauvres. Donc, Darwin dit dans L'origine des espèces qu'il a été très impressionné par la lecture de Malthus, mais en fait, ce n'était pas que de Malthus, c'était une idéologie qui était beaucoup plus large, dans laquelle il baignait, et qui lui a fait imaginer le monde comme le monde du vivant, comme un monde dans lequel il faut à chaque instant se battre
pour survivre et se battre contre les autres, alors au sein de sa propre espèce, et les espèces les unes contre les autres. Je vous lis sa fameuse métaphore du coin. Ça, c'est l'origine des espèces. Il faut donc, lorsque l'on contemple la nature, se bien pénétrer des observations que nous venons de faire. Il ne faut jamais oublier que chaque être organisé s'efforce toujours de se propager, que chacun d'eux soutient une lutte pendant une certaine période de son existence, que les jeunes et les vieux sont inévitablement exposés à de lourdes pertes, soit durant chaque génération, soit à certains intervalles. Le visage de la nature peut être comparé à une surface friable où se pressent 10 000 coins acérés, poussés par des coups incessants, l'un des coins, puis un autre, s'enfonçant parfois avec une plus grande force. Vous avez compris la métaphore des coins, c'est qu'on imagine un espace fini, et, avec de la terre par exemple, et on enfonce des coins. Mais il y en a partout. Et donc pour qu'il y en ait un nouveau qui s'enfonce, il faut qu'il y en ait d'autres qui sortent. Et l'image de la lutte pour la vie parmi toutes les espèces vivantes, c'est cette image où nécessairement on est en lutte pour la vie face à tous les autres. Et ça, on reviendra dessus. Troisième élément, c'est l'idée de variation. À l'époque de Darwin, on ne sait pas trop comment se fait l'hérédité, et on sait qu'en général, les parents ont des enfants qui leur ressemblent. Mais en même temps, on remarque, ça depuis longtemps, qu'il y a des variations en tout genre. On peut naître avec 6 doigts, ça peut aller dans tous les sens, mais qu'il y a continuellement, régulièrement, des variations. Et on verra, dans ces variations, il y en a qui sont favorables et qui vont donc permettre à une catégorie d'individus dans une espèce, puis dans cette espèce par rapport aux autres espèces, d'être favorisés dans la lutte pour la vie. Et puis, il va y en avoir de défavorables qui feront que les individus qui en sont victimes vont disparaître. Et puis, il y en a quelques-unes des neutres, mais Darwin n'en fait pas grand-chose, alors qu'aujourd'hui, on en fait beaucoup. Enfin, il y a la sélection naturelle, c'est-à-dire le fait que, grâce à ces variations favorables, par exemple, on est plus armé dans la lutte pour la vie et on élimine les autres. On triomphe sur les autres. Vous comprenez pourquoi les capitaines d'industrie qui pensent qu'ils sont l'élite des humains, ils vont plonger dans cet imaginaire. Comment ça se passe ? Donc c'est des individus chez Darwin d'abord qui bénéficient de variations favorables et ça va permettre qu'ils survivent mieux que les autres et qu'ils fassent plus d'enfants qui survivent mieux que les autres, etc. Et imaginez, après, il va y avoir au sein de ce groupe-là une nouvelle variation qui, à son tour, va permettre à certains individus de survivre mieux, de faire plus d'enfants,
et petit à petit d'éliminer les autres, et ainsi de suite. Et de cette façon, les variations qui sont défavorables, imaginons par exemple des animaux qui ont une couleur qui fait que les prédateurs les voient de très loin, eh bien ils vont disparaître. Alors, pédagogiquement, depuis des générations, on donne l'exemple de la girafe. Tout à l'heure, on y reviendra de façon plus critique. On donne l'exemple de la girafe en disant qu'il y avait deux façons d'expliquer le long cou de la girafe. Il y avait celle de Lamarck qui imaginait, qui expliquait dans son livre, que la girafe, tout au long de sa vie, pour aller chercher les feuilles qui la nourrissaient, montait son cou. Et Lamarck, il pense qu'il y a une hérédité des caractères acquis particulièrement efficace, et donc il pense que les enfants de cette girafe, ils vont naître avec un cou un peu plus haut, et puis ainsi de suite. Tandis que dans le cas de Darwin, on imagine que la girafe, parmi les girafes, il y en a une qui, à un moment, naît avec une variation qui est un cou un peu plus long, donc elle sera favorisée et on aura des girafes de ce type, mais au sein de ce nouveau groupe de girafes, il y aura de nouveau une girafe qui aura un cou grâce à une variation favorable qui sera plus haut, et ainsi de suite. Hein. Donc, dans le cas de Lamarck, c'est un peu la girafe qui fait son cou de plus en plus long, tandis que dans le cas de Darwin, les girafes qui n'ont pas les bonnes variations meurent, disparaissent. Et donc c'est pour ça qu'on ne trouve pas des girafes qui ont un tout petit cou et des girafes qui ont un long cou. Et c'est pour ça aussi que les animaux sont adaptés à l'environnement dans lequel ils sont. La sélection naturelle, ça coupe, ça élimine tout ce qui est défavorable, qui fait que les gens sont mal adaptés à leur environnement. Là, je ferai un peu de critique après, mais pour le moment, j'explique juste la théorie. Comment ça va se passer pour l'homme ? Dans l'origine des espèces, donc en 1859, Darwin ne parle pas de l'homme. Et vous savez, l'origine des espèces, il a beaucoup hésité à publier ses idées, à les mettre en forme dans un livre à publier, parce qu'il savait bien que ça produirait beaucoup d'agressivité contre lui, que ça remettait en cause des idées qui étaient des idées millénaires des fois. Et donc, il avait déjà sa théorie dans la tête, mais il ramassait encore des faits, puis d'autres faits, puis d'autres faits, et ça avait l'air qu'il ne publierait jamais. Mais, ça peut-être vous savez, il y a eu, à un moment, il reçoit un courrier d'un monsieur qui lui dit vous, grand maître, etc., vous voulez bien lire mon petit texte et de savoir si ça vaut la peine d'essayer de le publier, etc. Et Darwin, il lit ça et il est épouvanté parce que dans ce texte, il y a la théorie de l'évolution,
quelqu'un qui l'a trouvé pratiquement en même temps que lui, qui s'appelle Wallace. La façon dont il s'en tire, je trouve, n'est pas mauvaise. C'est-à-dire qu'il va y avoir, du coup, une réunion scientifique au cours de laquelle on va présenter les idées de Darwin dont ses amis savaient que depuis des années il les défendait, et en le présentant comme le découvreur de cette théorie, et les idées de Wallace qui va aussi être mis en avant, etc. Alors il y a débat de savoir est-ce que Darwin a essayé de magouiller ou est-ce que finalement c'était plutôt une solution élégante. Moi je trouve que c'était pas vraiment méchant quand on pense aux disputes, vous savez, genre entre Newton et Leibniz, où ils mentent, ils ne s'entretuent pas, mais juste parce qu'ils ne sont pas au même endroit, c'est pas le pire. Donc, déjà, pour publier L'origine des espèces, Darwin a beaucoup hésité. Et puis, c'est Wallace, dans le fond, qui l'a amené à publier. Eh bien, il va se passer la même chose pour son livre sur l'homme. Là aussi, il a des idées, il commence à écrire, mais il dit toujours qu'il n'a pas assez ramassé de faits, etc. Et finalement, il va publier son livre en 1871, donc vous voyez, bien longtemps après L'origine des espèces, et ça sera La filiation de l'homme. 1000 pages. Alors, c'est quoi ce que dit Darwin sur l'homme? Comment ça se passe à son avis? Eh bien, l'homme, dit Darwin, il provient du transformisme, comme les autres espèces. Donc, ses ancêtres, ce n'étaient pas des singes, Darwin il sait que ce n'étaient pas des singes, mais c'était des animaux qui étaient aussi les ancêtres des singes. Et il a des phrases du genre l'homme descend d'un quadrupède velu et pourvu d'une queue. Alors vous imaginez comme ça a pu choquer les gens qui avaient encore des idées religieuses traditionnelles. Alors là, il se passe quelque chose d'intéressant parce que Darwin, dans l'environnement intellectuel dans lequel il aurait dû dire, eh bien, l'homme, il est comme les animaux dont j'ai parlé, c'est-à-dire dans une situation où il faut qu'ils se battent et où les meilleurs gagnent, où les forts écrasent les faibles, etc. C'est ça Et Darwin, finalement, va dire le contraire. C'est-à-dire, il va dire que à un moment, dans la sélection et la capacité de survivre, eh bien, il y a quelque chose qui va jouer un rôle encore plus important que les griffes, les fortes canines, etc. C'est la capacité de s'associer avec les autres, de coopérer avec les autres, qu'il voit déjà chez les animaux, hein, mais encore plus chez l'homme. Et alors, ce qui va gêner un peu après son intervention, il parle d'instincts sociaux. Instincts sociaux, ça
ça en fait un phénomène biologique. Après, il dit ces instincts sociaux, ils ne sont pas comme chez les animaux, des instincts au sens propre. Vous savez, un instinct au sens où il y a quelque chose qui est déjà complètement déterminé. Par exemple, l'abeille, quand elle arrive près de la fleur, elle fait sa danse et toutes les abeilles, elles font ça et c'est déterminé par son être biologique. Darwin, il dit que ça donne une impulsion. C'est-à-dire que chez l'homme, ce n'est pas un instinct déjà spécial qui détermine complètement l'action qu'on va mener, mais c'est une impulsion qui nous pousse à être plutôt coopératifs avec les gens qui nous entourent que cruels, etc. Et après, ce que ça va, avec l'évolution des facultés mentales de l'homme, ça va pouvoir être non seulement des instincts, mais une éthique, une morale, des normes sociales, etc. Il y a une part de liberté qui arrive au bout, qui n'est plus simplement un déterminisme biologique. Une forte impulsion, il dit. Et quand il se met à dire ça, il ne parle pas simplement de la coopération, mais carrément d'une... alors lui, il dit une sympathie pour les autres hommes, mais aussi pour les fous. À l'époque, le fou, c'est vraiment le pire du pire, pour les animaux. Pour, voilà, l'homme découvre en lui, et puis va perfectionner cette capacité de sympathie pour les autres vivants, et il va faire une différence qui est raciste, mais où il va dire les sauvages, eux, ils ne se préoccupent que de ceux qui sont de leur communauté. Alors que l'homme civilisé, lui, il aide, il éprouve de la sympathie pour les étrangers. Vous imaginez un peu déjà à l'époque ce que ça pouvait être provocateur de dire une chose pareille, mais pour les fous, pour les... il y a une espèce de sympathie universelle qui, à ce moment-là, attention, dit Darwin, montre l'immense capacité de survie qu'il y a dans l'amitié, la coopération, l'entraide. De ce point de vue, c'est extrêmement original. Et ça renverse complètement le discours dominant de l'époque. Le problème, c'est que Darwin le fait avec une rhétorique où, dans un texte, il va dire « Oui, oui, mon cousin Galton, qui était l'inventeur de l'eugénisme, qui lui disait que oui, oui, il faut supprimer tous ceux qui sont tarés, inaptes, etc., et favoriser ceux qui représentent le sommet de l'humanité. Et dans les sommets de l'humanité, lui, il imagine ça sous forme non pas d'individus, mais de familles. Il y a les familles de génies.
Alors ceux qui sont dans les familles de génie, eux, c'est vraiment le nec plus ultra. Et lui, il est le cousin de Darwin, dont on vient de dire qu'il est génial, etc. Donc, il y a des passages où Darwin reprend, sans le critiquer, le discours de Galton, et se met à dire, oui, on laisse se marier n'importe qui avec n'importe qui, et ça va produire des tares, etc. Donc, ça a l'air que... Et il est d'accord. Et puis, fin du paragraphe, il va aller tout à fait à l'encontre en disant, mais non, quand même, on ne va pas supprimer des gens, et puis il y a des tas de façons dont l'espèce peut rattraper ce fait qu'on laisse des gens qui sont trop faibles, on les laisse vivre, etc. Il y a plusieurs passages de ce genre dans la filiation de l'homme, et vous imaginez déjà que vont faire les darwinistes sociaux et tout ça, c'est qu'ils vont rappeler la première partie de ce qu'a écrit Darwin et supprimer la fin. La fin dans laquelle Darwin a dit « Mais non, il y a des choses plus importantes que la sélection naturelle. » Voilà. Et ça, qui va le voir? Parce que qui a lu les 1000 pages de la filiation de l'homme? Donc ça passe. Et moi, j'en ai trouvé des exemples par dizaines. Ils font tous ça. Donc ils prennent la partie où rhétoriquement Darwin donne son accord, semble-t-il, à son cousin, et on supprime la partie qui a juste après, qui dit « Mais non, ce qui est important, c'est l'éducation, c'est la sympathie mutuelle, c'est l'aide des uns vis-à-vis des autres. » Et on trouve ça, par exemple, à la fin du livre. Hein, vous pourrez, si vous allez dans une librairie, vous pouvez feuilleter, vous regardez les dernières pages, vous verrez, il y a tout un passage où il dit mais oui, et alors, il y a un problème que les gens se marient et ils se marient éventuellement avec des gens qui sont inférieurs physiquement, etc. Bon. Et puis tout d'un coup, il dit oui, mais c'est pas important tout ça, et il se met à dire chez l'homme, ce qui fait sa force, c'est la capacité d'entraide. Voilà. Alors, Darwin, son livre L'origine des espèces, mais ça sera vrai aussi un peu de la filiation de l'homme, ses livres et sa théorie va avoir un immense succès, très vite. C'est-à-dire c'est traduit partout et tout le monde en parle. C'est un succès de librairie, par exemple, comme il n'y en a pas souvent. Et tout le monde essaye de s'informer sur cette théorie. Et finalement, beaucoup de gens, par exemple beaucoup de savants, assez vite, vont prendre parti pour la théorie de l'évolution. Mais il rencontrera aussi une très forte opposition, commençant avec les gens d'église et les gens qui professaient la théorie fixiste des espèces. Vous imaginez, un prof, ça fait 40 ans qu'il enseigne que les espèces sont fixes depuis toujours, etc. Et puis tout d'un coup, il y a tout qui est changé, et tout ce qu'il a dit pendant 40 ans, les gens s'en moquent, etc. Évidemment, ça produit
beaucoup de colère contre lui et on s'y oppose. Alors, il faut distinguer, comme d'habitude, dans ces oppositions, il y a des oppositions scientifiques qui sont tout à fait légitimes. Évidemment, Darwin n'explique pas tout, d'ailleurs, aucune théorie scientifique qui explique tout. Et il y a des difficultés, il y a des choses que... Et un certain nombre de savants constatent ces difficultés et vont débattre par lettre ou par revue avec Darwin je vous l'ai dit tout à l'heure, par exemple, on ne trouve pas souvent les chaînons intermédiaires. Hein. Alors, on dit qu'il y a eu une évolution, mais pourquoi on trouve des restes d'animaux très anciens, et puis des fois rien d'autre. Et puis des fois, un exemple, mais au milieu, avec des tas de chaînons intermédiaires qui manquent. Et puis, difficulté, il y a donc un individu qui est pourvu des variations favorables. Et lui, il est favorisé, pas de problème, mais il va faire des enfants. Mais il va faire des enfants avec qui ? Avec des gens qui n'ont pas cette variation favorable. Et est-ce que, mariage après mariage, est-ce que ce caractère favorable ne va pas se diluer ? Et ça, Darwin n'avait pas de bonne réponse pour y répondre, ce qui fait que ça lui faisait souci, il se demandait comment je vais répondre à ça. Donc, il y a des tas de critiques qu'on lui fait qui sont des critiques normales du débat scientifique et qui font avancer les sciences. Hein, vous trouvez ça, par exemple, dans le livre de Jean Gaillon qui s'appelle Darwin et l'après-darwinisme, hein, qui raconte ces débats. Et en fait, il y a un certain nombre de difficultés qui vont exister jusqu'à l'essor de la biologie moléculaire. C'est la biologie moléculaire où on aura beaucoup d'exemples qui prouvent la pertinence de la théorie de l'évolution. Parce que avec les bactéries, les choses se passent très vite. Donc il y a des mutations qui se produisent très rapidement. On peut voir les effets que ça a, etc. Et puis vous l'avez vu avec les histoires de virus, les virus qui mutent et qui... voilà, tout ça, c'est des exemples de théorie de l'évolution. Donc, c'était normal de critiquer Darwin, et c'est des questions qui sont compliquées et sur lesquelles c'est normal qu'il y ait débat. Mais on va s'attaquer à Darwin d'une façon beaucoup plus brutale et complètement injustifiée, en particulier en l'attaquant personnellement. Vous savez, on trouve partout maintenant, tellement c'était répandu, des images de Darwin en singe. Hein, on a la tête de Darwin et puis on a un singe derrière. Et il y a cette polémique qui est très connue, où l'archevêque d'où de, je sais plus où,
d'Oxford, Wilberforce, attaque Thomas Huxley, qui est un disciple de Darwin, en lui demandant « Est-ce que c'est votre grand-père ou votre grand-mère qui était un singe ?» Thomas Huxley, qui ne se laissait pas démonter, il a dit « Je préfère avoir un grand-père singe qu'un homme borné comme vous. » Donc vous voyez des types de critiques qui finalement partent d'un dogme et ne rentrent pas vraiment dans le débat, mais qui sont de basses attaques de propagande. Eh bien ça, il faut savoir que ça, depuis Darwin, ça ne s'est jamais arrêté. Ça ne s'est jamais arrêté aux États-Unis. Aux États-Unis, vous avez encore maintenant des campagnes de ce type demandant qu'on expurge les manuels scolaires, qu'on n'y mette pas du tout la théorie de l'évolution ou qu'on la présente comme une théorie parmi d'autres, etc. Et vous avez peut-être entendu parler, en 1925, de ce qu'on a appelé le procès du singe. Le procès du singe, c'est dans l'État du Tennessee, il y a eu une loi qui interdisait d'enseigner la théorie de l'évolution. Et un prof de sciences naturelles, John Scopes, a quand même enseigné la théorie de l'évolution naturelle. C'est ce qu'il a appris, c'était la science telle qu'il la connaissait. Et on lui a fait un procès célèbre dont on a beaucoup parlé. Vous avez un film même avec Kirk Douglas qui raconte cette histoire. Et il a été condamné. Il a été condamné à une amende pas très forte, mais il a été condamné. Et à l'époque, il y avait aussi d'autres États qui interdisaient l'enseignement de la théorie de l'évolution, et ça revient constamment. Et jusqu'à aujourd'hui encore, vous avez des groupes de parents qui demandent à ce que cette théorie ne se trouve pas dans les manuels scolaires, etc. Et alors, je ne saurais pas vous dire où ça en est exactement, parce que ça change tout le temps, puisqu'il y a tout le temps des attaques, des réactions, etc. Alors, donc il a été attaqué, agressé. Darwin, c'était quelqu'un qui a beaucoup été malade. Et on ne sait pas trop quelle maladie il avait. Et en fait, beaucoup d'historiens pensent que c'était psychosomatique, c'est-à-dire le fait d'être constamment agressé, d'aller à l'encontre des tabous qui étaient ceux de sa communauté, etc. Il a éventuellement vécu, y compris dans son corps. Mais le pire, ça n'a pas été les attaques, ça a été les faux amis, les gens qui l'ont soutenu et qui l'ont trahi. Et c'est là qu'il va y avoir le darwinisme social. Dès que la théorie de l'évolution sort, donc l'origine des espèces, on s'en empare partout et de façon très très claire pour justifier les inégalités, les maltraitances, la façon dont des groupes sociaux traitent les plus pauvres, les plus faibles, etc. Ça va être, et alors pas seulement en Angleterre, mais partout. Partout, au moins en Europe et aux États-Unis. Et donc, vous avez, là, je ne vais pas tout vous lire les citations, mais vous avez des manias qui disent que
leur rapport avec leurs ouvriers et tout ça, c'est un rapport de sélection naturelle, etc. Il y a un mélange constant de théorie darwinienne et de justification des inégalités du moment. Alors, je peux pas vous... C'est énorme la façon dont c'est utilisé, et dont ça sera utilisé jusqu'à aujourd'hui, quelque part. Mais on verra avec qu'est-ce qui reste et qu'est-ce qui est d'époque. Je vous donne un exemple qui est le chef de file un peu de ce qu'on a appelé le darwinisme social. Ce n'est pas lui qui l'a appelé comme ça, c'est après coup. C'est Spencer, Herbert Spencer. Si on était à la fin du 19e siècle, chacun d'entre vous dirait « Ah oui, Spencer !» parce que c'était l'auteur le plus connu, le plus renommé de tous les gens qui parlaient de sciences de la vie à cette époque, et même de sciences tout court. Spencer avait... en France, par exemple, c'était l'auteur le plus lu sur ces questions. Alors, là aussi, j'essaye de vous dire un peu clairement en quoi ça consiste. Et je me sers d'un des livres qu'il a écrit, qui s'appelle « L'individu contre l'État », et qui a été publié en 1884. Qu'est-ce qu'on trouve dans le darwinisme social? D'abord, la réduction du social au biologique. C'est-à-dire qu'on explique la société comme on explique le fonctionnement d'un organisme. Et d'ailleurs, Spencer, il dit tout le temps la société c'est une espèce, la société c'est un organisme, etc. Et du coup, en transférant sur la société les lois, modèles de compréhension biologique. Et donc, première chose, comme on verra, ça les rend totalement déterministes, hein, parce que justement, c'est la différence entre le social et le biologique, c'est que le biologique, voilà, on est plus grand, plus petit, il y a des déterminismes, tandis que dans le social, eh bien, on invente, on crée, on fait des choix. Donc, premier élément du darwinisme social, c'est la réduction du social aux lois biologiques. Et on a vu que ce n'était pas complètement, en tout cas, le cas de Darwin. Deuxième élément, grâce à la théorie de Darwin, la lutte pour la vie, la sélection naturelle, etc., on y professe la nécessité du triomphe des forts, c'est-à-dire des riches, des puissants, etc., et la nécessité de la misère des faibles. Là, peut-être je vous lis un peu. Je vous lis d'autant plus que, en fait, on a tendance à ne pas y croire qu'ils disent ces choses-là. Alors, en concurrence avec les membres de sa propre espèce, en lutte avec les membres d'autres espèces, l'individu dépérit et meurt, ou bien prospère et se multiplie, selon qu'il est bien ou mal doué. Y a-t-il un homme qui pense que cette vérité n'est pas applicable à l'espèce humaine? Peut-il soutenir qu'en dehors de la famille, parmi les adultes, on ne devrait pas proportionner les bienfaits au mérite?
Voudra-t-il prétendre qu'il n'en résulte aucun mal si les individus peu doués sont mis dans la possibilité de prospérer et de se multiplier autant ou plus que les individus bien doués? Une société humaine étant ou bien en lutte ou bien en concurrence avec d'autres sociétés peut être considérée comme une espèce, ou plutôt comme une variété d'espèces. On peut affirmer que pareillement aux autres sociétés aux variétés, elle sera incapable de rester debout dans la lutte avec d'autres sociétés si elle avantage ses unités inférieures aux dépens de ses unités supérieures. Donc, c'est ça le Darwin utilisé par les darwinistes sociaux. Et vous avez vu qui contredit tout à fait ce que dit Darwin. Troisième élément, qui sont les méritants? C'est ceux qui ont réussi socialement. C'est-à-dire qu'il y a une identification de ceux qui ont de la valeur, de ceux qui comptent, avec leur réussite sociale. Et à l'inverse, ceux qui n'ont pas réussi socialement, on ne les présente pas du tout comme victimes d'un système social, mais comme des inaptes, des pas doués, des gens qui, pour des raisons biologiques, sont inférieurs aux autres. Donc, vous voyez, là, ça supprime les fonctionnements sociaux. Il y a les forts et il y a les faibles, et il faut que les forts gagnent pour que notre société soit la meilleure. Alors, là aussi, peut-être je vous lis un petit bout. Je vous le lis parce que moi-même, quand je le lis, je me dis non, mais il n'a pas dit ça quand même. Et donc, il faut avoir accès au texte pour voir que ça va très loin. Ça va très loin. On verra, ça va jusqu'à l'idée d'élimination. C'est-à-dire que les gens comme Spencer, ils pensent que, comme pour les espèces, il faut surtout pas aider les pauvres, parce que si on les aide, ils vont continuer à faire des enfants, à survivre, etc. Il faut les éliminer. C'est-à-dire que la façon d'éliminer la pauvreté, c'est en éliminant les pauvres. Et pour ça, eh bien, il ne faut surtout pas qu'on les aide, que socialement, ils aient un droit quelconque. Et ça, c'est lié aussi à l'histoire de l'Angleterre de cette époque. Au début du XIXe siècle, jusqu'aux années 1830, il y a des lois sociales en Angleterre et il y a des lois sur les pauvres qui sont des lois quand même qui permettent une certaine redistribution. Et puis, en 1834, changement complet de cap, il y a la fameuse loi sur les pauvres que Malthus voulait, qui ne va plus les aider, mais leur proposer soit de travailler, ce que souvent ils ne peuvent pas, soit d'aller dans les workhouses. Les workhouses, c'était des bagnes où on séparait les familles et où on obligeait les gens à travailler sans recevoir un véritable salaire, etc. C'est-à-dire l'horreur. Donc, en gros, 1834, il y a une coupure, alors que l'Angleterre était un des pays
qui avait émis le plus de mesures sociales, tout d'un coup, il y a un basculement où, au contraire, ça va devenir affreux. Et tous ces gens-là, Malthus, Spencer, etc., discutent de cet infléchissement, de ce basculement. Et tous ceux-là, ils vont être pour aller encore plus loin. C'est-à-dire les pauvres, il ne faut même pas leur donner du pain, etc. Il faut que, finalement, ils crèvent ou qu'ils ne fassent pas d'enfants, etc. Ce qui, en plus, était, du point de vue sociologique, vraiment idiot, parce qu'on sait maintenant que les endroits où les gens sont très très pauvres, ils ont tendance à faire beaucoup plus d'enfants. Exactement le contraire de ce que pensait Spencer. Donc vous voyez, c'est quand même des positions très radicales. Et le libéralisme du XIXe siècle est imprégné. Ils lisent tous Spencer. Et on le retrouve dans les textes, par exemple, de... je ne sais plus comment il s'appelle, là, celui qui était propriétaire des chemins de fer, qui était... il parle du darwinisme constamment. Ah oui, alors je ne vous ai pas lu. Donc, il est en train de dire que on plaint les pauvres, etc. Mais ils sont pauvres parce qu'ils ne sont pas méritants. Ils n'ont pas d'ouvrage, dites-vous. Dites plutôt qu'ou bien ils refusent l'ouvrage, ou ils se font mettre rapidement à la porte des ateliers. C'est des meneurs. Ce sont simplement des vauriens qui, d'une manière ou d'une autre, vivent aux dépens des hommes qui valent quelque chose. Des vagabonds, des sots, des criminels, des individus en voie de devenir, des jeunes gens qui sont en charge de parents peinant durement, des maris qui s'approprient l'argent gagné par leurs femmes, des individus qui partagent les gains des prostituées. Et mêlée à tout cela se trouve une classe de femmes correspondantes. C'est un petit peu les discours qu'on entend maintenant. Oui. Et oui, ça a un air un peu connu. Élément supplémentaire, c'est que là aussi, avec le modèle biologique, il y a l'idée de fatalité. On ne peut pas aider les pauvres parce que ça produirait la dégénérescence de la société. Je vous lis là aussi. Voilà, vous remarquerez le terme fatal. Donc, c'était le texte que je vous ai lu tout à l'heure sur les gens qui sont bien ou mal doués. Évidemment, un régime contraire, c'est-à-dire un régime où on aiderait les pauvres, s'il pouvait être maintenu, serait avec le temps fatal à l'espèce. Si les bienfaits reçus par chaque individu étaient proportionnés à son infériorité, si par conséquent la multiplication des individus inférieurs était favorisée et la multiplication des individus supérieurs entravée, il en résulterait une dégénérescence progressive et bientôt l'espèce dégénérée ne pourrait plus subsister en présence de l'espèce qui est en lutte, de l'espèce qui est en concurrence avec elle. Vous voyez, c'est ça le darwinisme social, c'est-à-dire reprendre
cette idée de lutte pour la vie, de sélection naturelle, et de l'appliquer à la société, donc plus aux organismes biologiques, mais au fonctionnement social, en y mettant toute la brutalité et la fatalité qu'on peut mettre dans une conception biologique. Et je n'ai pas lu en entier, mais il y a l'idée que ça produirait, si on aidait les pauvres, ça produirait la dégénérescence, mais aussi ça empêcherait le progrès. L'idée, c'est que l'évolution, ça a produit des organismes de plus en plus performants, et que le bout de cette chaîne, c'est l'homme, la plus belle des créatures, et que l'homme, il faut qu'il continue la sélection naturelle, donc il élimine les faibles, les pauvres, etc., pour continuer à progresser. Et si on aide les pauvres, on ne progresse plus. On termine à 8h30. Dans ce cas, dans 5 minutes, j'arrête. Et une partie qui est certes intéressante, qui est de savoir où en est ce débat aujourd'hui. C'est-à-dire, qu'est-ce que la critique, y compris biologique, la critique de la façon dont on représentait l'évolution et la lutte des espèces, etc., comment aujourd'hui elle n'est pas critiquée en tant que théorie de l'évolution, la théorie de l'évolution subsiste, mais comment on débarrasse cette théorie de toutes ces évidences de la société anglaise du XIXe siècle, où il y a partout la compétition, où si on ne se bat pas, on meurt, si on n'est pas le plus fort, on n'arrive pas à survivre, etc. Et on va voir qu'aujourd'hui, il y a des choses très intéressantes, parce que le débat a continué, mais du coup, je vous le raconterai au début de Victor Hugo la fois prochaine, parce que ça nous amènerait trop tard. Simplement, je voulais rappeler que si ce sont les libéraux qui se sont les premiers emparés de ce darwinisme social, en fait, c'est tous les gens qui défendent les inégalités, les droits du plus fort, l'eugénisme, le racisme, tous, le colonialisme, tout à fait, tous, ils vont utiliser le darwinisme social. Alors, avec des modifications, mais qui sont, par exemple, tout ce côté où on parle de l'élimination physique des pauvres, ça, il y a un moment où ça sera trop dur à défendre et ça va tomber. Il y a comme ça 2-3 éléments qui vont tomber, mais l'idée qu'il y a une espèce de sélection naturelle qui se passe, qu'il faut que les forts triomphent des faibles et que sinon on ne progresse plus, etc. Ça, c'est quelque chose qui s'est répandu partout jusqu'à aujourd'hui et qu'on trouve dans, par exemple, dans Mein Kampf, d'Hitler, vous avez ça quasiment à toutes les pages. Je dois avoir juste un petit exemple ici.
Voilà ce qu'il dit Hitler. La conception raciste ne voit dans l'État qu'un but qui est le maintien de l'existence des races humaines. Elle ne croit nullement à leur égalité, mais reconnaît au contraire leur diversité et leur valeur plus ou moins élevée. Cette connaissance lui confère l'obligation, suivant la volonté éternelle qui gouverne le monde, de favoriser la victoire du meilleur et du plus fort, d'exiger la subordination des mauvais et des faibles. Elle rend ainsi hommage au principe aristocratique de la nature. Oui, Mein Kampf. Donc, si ce sont les libéraux et dans la construction de l'idée de libre concurrence, il y a un moment où ça va jouer un rôle très, très important. Ce ne sont pas que les libéraux qui vont utiliser cet imaginaire de la lutte pour la vie et du triomphe des forts, etc. Ça va être tous les inégalitaires. Hein, et il l'utilise sans compter, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je me suis mis à travailler dessus, j'ai rencontré partout. C'est vraiment la métaphore du darwinisme social. Aujourd'hui encore, elle est omniprésente. Parce que ça veut dire qu'en écrasant les faibles, eh bien, on fait ce que toute la vie, toute la nature, etc., nous pousse à faire. On est le résultat des lois de la vie. Voilà. Là, j'arrête pour laisser quand même un petit moment de débat.